إخوان طلبة السلام عليكم. رمضان كريم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو la partie numéro 1 concernant le module de la géodynamie externe S2. Nous allons voir les notions de la climatologie actuelle et ancienne. Donc, premièrement, comme vous voyez ici, cette figure qui représente la composition verticale de l'atmosphère. Et en fonction de trois paramètres essentiels. Premièrement, la pression. Ici, c'est les variations de temps en fonction de chaque strate au niveau de l'atmosphère. Et les variations de la température. Ici, la courbe en couleur rouge qui représente la fluctuation de la température dans les différentes strates de l'atmosphère. Et la latitude qui caractérise chacune de ces strates de l'atmosphère. Donc, dans les couches de l'atmosphère, on distingue généralement la troposphère. C'est la couche de l'atmosphère la plus proche de l'écorce terrestre, généralement entre 0 et 10 km d'altitude. Et la stratosphère, c'est la deuxième couche entre 10 à 50 km. La troisième couche, c'est la mésosphère, généralement entre 50 à 80 km. La thermosphère, c'est la couche la plus externe de l'atmosphère, entre 80 à 500 km, au-dessus de l'exosphère. Donc, je vais commencer par la première couche, c'est la troposphère. Il est caractérisé par un gradient thermique de 6,5 degrés Celsius par kilomètre. Vous voyez ici, on aura une évolution graduelle de la valeur ou bien de la température dans la troposphère. Un épaisseur varié entre 8 km au pôle à 17 km à l'équateur, soit un 80% de masse atmosphérique, donc la totalité du nuage et de l'oxygène en mol. Donc la troposphère elle est caractérisée par un lien étroit avec la vie sur Terre. C'est une couche d'air instable animée par des courants ou bien le vent. Et la deuxième couche c'est la stratosphère. Il s'agit caractérisé par une élévation de la température. Ici, on aura une augmentation exponentielle de la température dans la stratosphère. Existence de la couche d'ozone. Ici, comme vous voyez ici, la couche d'ozone. Elle est caractérisée, la stratosphère. C'est le siège du courant puissant, jet stream, avec un courant d'environ 500 km par heure. Et la troisième couche, c'est la mésosphère. Donc, elle est caractérisée par une altitude entre 50 à 80 km d'altitude. Donc, c'est la mésosphère. Elle est caractérisée par une chute de température jusqu'à la mésopause. C'est la limite supérieure de la mésosphère. Dans la température, il peut aller jusqu'à 90 degrés Celsius ici. Et la dernière couche de l'atmosphère, c'est la thermosphère. Donc la température remontant de nouveau jusqu'à 1000 à 2000 degrés Celsius dans une altitude d'environ 250 km. La thermosphère elle est caractérisée par le déroulement des magnifiques aurores boréales du fait de l'ionisation de certains atomes provoqués par les rayonnements solaires. Et je passe maintenant à un autre phénomène qui caractérise l'atmosphère, c'est l'effet de serre. Donc, comme une simple définition, l'effet de serre, c'est le phénomène qui laisse passer la lumière du soleil dans la serre et empêche que cette chaleur ne se dissipe trop vite vers l'extérieur de l'atmosphère terrestre.
Donc cela dans le but d'augmenter la température à l'intérieur de la serre ou bien à l'intérieur de l'atmosphère. Donc les gaz à effet de serre sont généralement vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, jouent aussi un rôle de couverture car ils n'empêchent pas la lumière du soleil d'arriver jusqu'à nous, mais empêchant le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre de répartir totalement vers l'espace. Donc, les gaz à effet de serre sont malgré tout indispensables à l'équilibre de la température, puisque l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui caractérise le globe terrestre. Donc, car sans effet de serre, notre planète aura une température moyenne d'environ moins 18 degrés Celsius, au lieu de 15 degrés Celsius actuellement, et donc le monde du vivant serait très différent. Donc l'humanité assistait en direct depuis plusieurs années, grâce à ces robots d'observation, à un changement climatique qui semblant-il est accéléré. Donc cette variation du climat est permanente dans le temps. Rien n'est figé dans l'univers. C'est un phénomène naturel qui a poussé les êtres vivants à s'adapter et donc à s'évoluer lentement depuis 10 millions d'années, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, d'où on aura la formation ou bien l'apparition de la vie sur Terre. Donc, parmi les questions qui se posent, est-ce que l'on pourra réduire ces effets de serre pour se donner le temps de prendre en compte tous les effets négatifs que cela engendrera. Donc, il est probable, malgré tous nos efforts, que nous proviendrons pas à modifier la courbe amorcée de la température globale de la planète. Donc, c'est normal, il ne cesse jamais de s'accentuer au cours du temps. Donc, nous devrons donc nous réorganiser et nous adapter comme nous l'impose chaque fois la nature. C'est cela ce que confirmer dans le futur proche. Donc, cette figure, elle représente les gaz principaux dans l'atmosphère. Donc, on a l'azote avec une quantité très importante, le dioxyde de carbone qui passe de 0,03 à 0,04%, la vapeur d'eau avec un pourcentage de 1 à 5%, à l'oxygène avec une quantité très importante et de l'argon et des autres gaz avec une très faible pourcentage. Donc la quantité de dioxyde de carbone passe de 0,03% à 0,04% en un siècle. Donc, on peut poser cette question-là, c'est que comment se fait-il qu'une si petite portion de dioxyde de carbone dans l'air, 0,04%, puisse perturber autant la température de la Terre? Donc, je passe maintenant à l'ultraviolet et leur relation avec la couche d'ozone. Donc, près de 5% de l'énergie du soleil est émise sous forme de rayonnement UV. Donc, ces UV sont classés en trois grandes catégories en fonction de la longueur d'onde. Donc, on a les UV de classe A, les UV classe B et les UV classe C. Donc, toutefois, en raison de l'absorption des UV par la couche d'ozone de l'atmosphère, donc 99% de la lumière UV qui atteigne la surface de la Terre appartient à la gamme des ultraviolets de classe A. Donc, les UV traversant l'atmosphère, même par temps froid ou nuageux. Ces UV sont réfléchis par l'eau, soit avec un pourcentage de 5% des UV, et par le sable, d'environ 20% des UV qui sont réfléchis, et les herbes, avec un pourcentage de 5%, et surtout la neige,
qui représente le fameux réfracteur des ultraviolets, soit un pourcentage de 85% des UV qui sont réfléchis et sont effectués par la neige. Donc, ils sont plus nombreux entre 2 heures et 16 heures et à haute altitude, car elles traversent une plus fine couche de l'atmosphère. Elles sont donc moins intercaptées par des molécules d'ozone. Donc, le trou observé dans la couche d'ozone est proportionnellement dangereux en raison de la nocivité importante des ultraviolets. Donc, comme une simple définition de la couche d'ozone, c'est une concentration d'ozone qui filtre une partie du rayon ultraviolet émis par le soleil. Donc, cette couche protectrice est menacée par la pollution via les activités anthropiques, en particulier par les émissions CFC ou bien les chlorofluorocarbones, disant la destruction de la couche d'ozone. Donc, parmi les gaz ou bien les gaz qui sont responsables du réchauffement climatique au niveau de notre planète, ce sont les fluorochlorocarbures, bien les CFC, sont en partie responsables du trou observé dans la couche d'ozone. Donc, l'instrument de mesure, c'est l'instrument GOMOS du satellite Investa. Donc, Antonio Riss de Elvera, c'est un professeur de physique et optimiste face à l'évolution de la couche d'ozone. Selon lui, le trou de la couche d'ozone s'est stabilisé durant ces 15 dernières années grâce à une baisse de 90% des émissions de chlorofluorocarbures. Donc, cette réduction devrait permettre au trou de se fermer d'ici 80 ans au futur proche. Donc, en 2007, la superficie de trou de la couche d'ozone est inférieure à celle de la superficie qui est enregistrée en 2006. Bien que le trou soit plus petit que d'habitude, donc, nous ne pouvons pas en conclure que la couche d'ozone se rétablit déjà. Il a été précisé par Ronald Vandal, c'est un spécialiste de l'Institut météorologique royal de Néerlandais. Donc, voilà cette image qui représente le trou dans la couche d'ozone en 2006 et la même image du trou de la couche d'ozone en 2007. Vous voyez ici qu'on aura une réduction du trou au niveau de la couche d'ozone entre l'année 2006 et l'année 2007. Et ceci, il est comme conséquence de la réduction des émissions des gaz qui polluent ou bien des gaz qui ont pour conséquence la destruction de cette couche d'ozone. Donc voilà un schéma récapitulatif de l'équilibre énergétique au niveau de l'atmosphère. Au niveau de l'atmosphère, on aura les rayonnements solaires qui ont été absorbés par les particules qui baignent dans l'atmosphère. Et on aura une partie du rayonnement terrestre qui émet ou bien qui est réfracté vers l'espace. Et on aura aussi une autre portion de la chaleur qui est transférée horizontalement. Donc, comme vous voyez ici, ce qu'on aura, cette trace bleue qui représente l'équilibre énergétique. Et au-delà de cette valeur, on aura un excès de rayonnement au niveau de l'atmosphère, mais au-dessous de cette valeur moyenne, on aura un déficit de rayonnement au niveau, ou bien de l'énergie au niveau de l'atmosphère terrestre. Donc, comme une petite conclusion, l'atmosphère permet le transfert de 70% à 80% de l'énergie, le transport de l'eau en grande quantité, principalement sous forme de vapeur d'eau. Donc voilà, j'espère qu'on a vu assez d'informations concernant
la partie consacrée aux notions de climatologiques anciennes et actuelles dans notre atmosphère. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir un exercice sous forme QCM qui récapitule cette première chapitre. Et merci pour votre attention.